Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouvel épisode de Fairy Tail, la quête de 100 ans. Aujourd'hui, épisode 18, où on va enfin en terminer avec tout l'arc concernant Aldron. Je dois bien avouer que, franchement, j'ai trouvé que cet arc se traînait un petit peu pour pas grand-chose. Alors, c'était sympa de voir l'évolution des différents personnages en les voyant affronter les Godseed. Maintenant, vraiment, je suis pas convaincue que c'était forcément nécessaire. En vrai de vrai, voilà, je ressens les petits problèmes de rythme qui ne sont pas inhabituels chez Mashima. Mais au moins maintenant, cette partie-là est finie. Et semblerait-il que notre prochaine cible, ce sera le dragon de la lune. Donc cette fameuse femme qu'on a déjà aperçue dans les épisodes précédents et qui a joué un mauvais tour au mage blanc, qui que soit ce personnage-là. J'ai ma petite théorie par rapport à l'ending et l'opening. Je me demande si à la base, la personne qui représente le mage blanc ne ferait pas partie d'un clan lié justement à ce dragon de la lune. Parce qu'il y a quelques trucs dans l'opening et l'ending, au niveau du design des personnages, qui me font beaucoup penser à Okami. Si vous avez déjà joué au jeu ou si vous l'avez vu passer, où on joue en fait un loup blanc qui se retrouve être la déesse Amaterasu. Et en gros, on doit aller dans toute une quête pour sauver le Japon féodal. Et je sais pas, au niveau de l'ambiance que j'en retire, je sais pas, je balance la théorie comme ça parce que encore une fois, je ne sais pas ce qu'il se passe dans la suite de la série, puisque j'ai dû finir peut-être l'arc Aldron, au moins par curiosité, je pense, mais je n'ai pas lu la suite. Donc tout ce que je vais balancer là, c'est purement de la théorie venant de moi, quoi. Et je me demande si ce personnage du mage blanc ne serait pas lié à la base à un clan, à une tribu, à une guilde, quelque chose en rapport avec ce dragon de la lune. Voilà. Et puis ça va aussi avec le fait que si c'est notre prochaine cible, comme semble le sous-entendre la guilde de Diabolos sur laquelle on revient vite fait dans cet épisode-là, qui du coup se disent bon bah Aldron c'est foutu, bon on va aller attaquer le dragon de la lune là. Il l'appelle Séléné, je crois. C'est un lien avec la lune, donc ce serait pas déconnant. On prétend que c'est une femme très belle, et effectivement, c'est ce qui ressort des quelques apparitions qu'on a eues. Mais je me dis, là, on a séparé Toka et le mage blanc. Ça fait 3 jours qu'elles dorment. Ce serait le bon moment d'avoir des révélations. Et vu que l'opening et l'ending se concentrent sur ces personnages-là, je sais pas, je pense qu'il y a moyen d'apprendre des trucs intéressants à leur sujet. Puisque donc oui, on revient un petit peu aussi sur ces deux personnages-là, donc qui sont inconscients, qui se sont pas réveillés. Le mage blanc n'est pas attaché, parce que Wendy dit qu'il lui faudra du temps pour guérir. Et apparemment, suite à la destruction des joyaux qui étaient sur Aldron, elle a perdu ses pouvoirs. Donc, a priori, le personnage devient plutôt inoffensif à partir de maintenant, pour le moment en tout cas. Là où la question se pose davantage, c'est sur Toka. Donc, cette fameuse Exide qui avait pris Natsu pour Abby, enfin, tout ça, tout ça. Ce qui est bizarre, c'est que des Exides, on connaît uniquement ceux qui étaient sur Edolas, entre ceux qui ont été envoyés la génération d'Happy sur Earthland à la base ou ceux qui sont venus après l'arc Edolas. A priori, Happy et Carla surtout les connaissent à peu près tous. Donc on ne sait pas d'où vient Toka. Ça déjà c'est louche. Donc il reste encore beaucoup de questions à éclaircir à ce niveau-là. Concernant Aldron, donc on a un épisode qui est assez chargé en action. Comme Brandish l'avait promis, donc elle a agrandi Gadjil pour qu'il fasse à peu près la taille de Aldron et pouvoir se battre mano à mano contre lui. Bon bah on reste sur du Gadjil de base, hein, c'est un peu un bourrin. Grâce à ses capacités de dragon de l'acier, notamment cette espèce d'armure qui peut se mettre sur le corps, euh, il arrive plutôt bien à résister aux attaques d'Aldron. Et ça lui permet également aussi de protéger un petit peu les membres de la guilde
qui du coup sont restés complètement à côté alors qu'il y a une bataille de titans, c'est littéralement une bataille de kaiju quoi, mais ils restent dans les parages. Pourquoi pas les gars, si vous voulez. Donc voilà, le seul petit problème, c'est que Brandish n'a pas pu le faire grandir plus, et quand elle est à sa limite comme ça, la transformation ne dure que 3 minutes. Donc Gadget, il faut qu'il se dépêche de réussir à battre Aldron, ce qu'il ne va pas réussir à faire. Il va manquer de se faire empaler, mais le sort arrête de faire effet à ce moment-là, donc voilà. Pour l'instant, Gadget est en sécurité, tout va bien. Il n'a pas réussi à battre Aldron, mais c'est plutôt Natsu qui va s'en occuper. Et je dois bien avouer que c'est quelque chose que je me suis fait la remarque pendant l'épisode et que j'ai bien apprécié. C'est qu'à la base, on est parti, enfin, parmi les Dragon Slayer qui étaient dans le coin, les 3 de la première génération, parmi ceux qui ont passé la porte de l'éclipse il y a 400 ans, je trouve ça intéressant que Wendy se soit concentrée sur la menace la plus dangereuse sur le moment, donc le mage blanc, que Gajil se soit attaqué au corps et que Natsu se soit plutôt fait l'esprit. Je trouve que c'est une répartition intéressante de ces 3 personnages-là. Voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et du coup, donc c'est Natsu qui va se fighter contre le dernier Godseed qu'il reste, donc qui représente le cerveau, la conscience de Aldron, qui nous dit que globalement, il n'a pas particulièrement compté combien d'humains il a bouffé depuis une centaine d'années. Donc les villes qui sont sur son corps ont une petite centaine d'années. Donc c'est toujours en lien avec la quête de 100 ans, c'est intéressant. Ça va se demander c'est ce qu'ils ont fait les 300 ans, les 300 ans d'avant, mais ok. Ça m'a d'ailleurs fait beaucoup rire que Eldron dire oui, non mais un dragon, un humain qui tue un dragon, c'est pas possible, machin et tout. Dans ma tête, j'ai un nom qui a popé, c'est Acnologia, qui apparemment a réussi à tellement foutre le bordel à l'époque, même si du coup on n'a jamais trop su réellement ce qui s'était passé avec Acnologia. On sait juste que c'était une menace, qu'il était là il y a 400 ans, qu'il a forcé les dragons à partir dans le futur, mais mis à part ça, honnêtement, c'est un petit peu la grosse déception au niveau d'Acnologia pour le coup. Mais bon. Et donc ça fait une petite centaine d'années qu'il a fait en sorte que les villes soient créées sur son corps, et en gros, il explique qu'il y a à peu près 300 000 humains qui sont passés sur lui en une petite centaine d'années, et que grosso modo, ils l'ont tous vénéré comme un dieu, mais que voilà, ils savaient pas qu'ils servaient juste de nutriments, ils pensaient être heureux, qu'ils faisaient quelque chose de bien. Et du coup, ça va plus ou moins enrager un petit peu Natsu, qui va se dire bon bah si t'es un méchant dragon de ce type-là, écoute, c'est pas grave si je te défonce la gueule, au moins ça fera du bien à tout le monde, puisque on se rappelle que suite à l'incident Mercphobia, il s'était dit bon bah si les dragons divins ils sont aussi chill que toi, on va peut-être éviter de les tuer quand même, ça vaut peut-être pas le coup si on peut avoir une alternative. Aldron ne fait pas partie de ce cas-là, et je pense pas qu'Ignia et Séléné soient très différents non plus, donc ça risque de partir sur un affrontement assez complexe, assez complexe. Donc voilà, donc en fait, Natsuo réussit à canaliser en fait ses propres flammes, bien évidemment, les flammes d'Ignir et celles d'Ignia qu'il a récupérées, mais également un truc que j'avais complètement oublié, mais c'est vrai qu'il a aussi récupéré une partie du pouvoir d'Atlas, qui était un des dragons de feu qu'on avait rencontré pendant le tournoi à Magnolia, 7 ans après l'attaque d'Acnologia, et qui faisait partie du coup des dragons qui avaient passé la porte de l'éclipse à ce moment-là de l'histoire avec le roc du futur. Donc voilà, j'apprécie bien que Natsu représente un peu tous ces dragons de feu, toute cette ambiance-là, c'est plutôt stylé, j'aime bien. J'aime bien. Et ce qui est intéressant du coup, c'est que Aldron reconnaît du coup les différentes flammes. Bon, ça lui plaît pas trop qu'un humain utilise le pouvoir d'un dragon, mais désolé mon gars, t'as un peu de retard, des Dragon Slayer, il y en a un petit peu beaucoup, sans parler de toute la guilde de Dragon Eater à côté. Mais bon. Donc voilà, et en fait, Natsu arrive effectivement à faire des flammes suffisamment chaudes pour réussir à brûler même Aldron. Et c'est plus ou moins sous-entendu qu'il l'a globalement tué en fait. Soyons très honnêtes. Ce qui est assez sombre pour du Fairy Tail, je trouve quand même. Mais on s'attarde pas beaucoup là-dessus. Donc nos personnages vont aller se mettre dans une autre ville à côté. Où en gros, du coup, voilà, ils vont faire une petite réunion, expliquer un petit peu aux membres de Fairy Tail qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'ils font là et quel est le problème. Grey qui a l'air effectivement de ça y est,
de reconnaître ses sentiments pour Jubia et de les afficher en public, ce qui choque un peu tout le monde, mais franchement, c'est adorable. Je les adore, ils sont trop choupis. Gadjil qui dit: «Ah bah ouais, je pourrais dire à mes enfants que papa il est devenu aussi grand qu'une montagne et tout». C'est exactement ce que j'ai pensé dans ma tête pendant l'épisode. Très contente que Gadjil soit sur la même longueur d'onde. Parce qu'il me semble que, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que dans un spin-off qu'avait fait Mashima il y a un moment, Gadjil et Levi étaient censés avoir des jumeaux, je crois, mais je serais pas du tout sûre à ce niveau-là. Et enfin, donc on termine un petit peu sur Erza et Jelal qui, pareil, font la paix avec leurs sentiments et acceptent officiellement, je l'espère, d'être un couple. Voilà. Donc c'est bien, il y a plein de petits trucs positifs qui se passent. C'est une fin d'arc, un dernier quart d'épisode assez tranquille, mais qui permet de faire une belle transition avec tout ce qui s'est passé dans cet arc-là. Voilà. Donc au final, très impatiente de voir qu'est-ce que va nous révéler l'épisode 19. Est-ce qu'on va pouvoir enfin se concentrer sur Toka et le mage blanc? Et voilà, comme j'arrive enfin du coup en terrain inconnu, bah hâte de voir ce que me réserve le reste de la série. A priori, si on est sur une saison classique, il doit rester peut-être 6 épisodes de Fairy Tail la quête de 100 ans, ce qui suffira pas, je pense pas en tout cas, à faire tout l'arc sur le dragon de la lune. Mon avis, je pense pas. Donc, est-ce qu'on va finir sur un cliffhanger à la Eden Zero ou pas? Je ne sais pas. On verra bien ce qu'ils ont décidé de faire. Sur ce, bah écoutez les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 19. Et puis bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.